Le bloc-notes de Raphaël Amselem, comme tous les lundis après-midi dans le Grand Journal. Bonjour Raphaël. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On essaie d'aller plus loin avec vous, Raphaël. 3 jours après l'émission de mandat d'arrêt par la CPI contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant côté israélien, ainsi que contre Mohamed Deif du Hamas, le Premier ministre israélien a convoqué le souvenir de l'affaire Dreyfus pour dénoncer cette décision. Qu'est-ce qui vous gêne de votre côté, Raphaël, dans la décision des 3 juges de la chambre préliminaire de la CPI qui ont suivi d'ailleurs les requêtes du bureau du procureur de la Cour, Karim Khan? Il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cette décision. D'abord parce qu'elle me semble le symptôme dans cette décision et dans les réactions qui ont suivi. D'abord sur la décision parce qu'elle me semble être le symptôme d'institutions internationales qui, d'évidence, sont assez biaisées dans un sens anti-israélien. On le voit notamment par le fait que le Hamas fasse l'objet de très peu de mandats d'arrêt. Alors on l'explique par le fait que beaucoup de leaders du Hamas sont morts, mais le fait est qu'il en reste, et d'autant plus que le leader Deif est très probablement mort dans la riposte israélienne qui a suivi. Donc d'une part, c'est un biais qui se traduit à bien des égards, c'est-à-dire que quand vous regardez les décisions de l'ONU, vous avez beaucoup de résolutions anti-israéliennes qui sont votées avec toutes les crapules et autres dictateurs de ce monde, de Cuba en passant par la Corée du Nord, Vladimir Poutine. Bon, le fait qu'il y ait cette insistance à l'égard d'Israël me gêne beaucoup. Ça, c'est le premier point. Dans les réactions, je note que la France insoumise, qui est si prompte à relayer les décisions anti-israéliennes, cette fois-ci, ne mentionne pas que le Hamas aussi, formellement, fait l'objet d'un mandat d'arrêt, qu'il y a des dénonciations de crimes contre l'humanité, de crimes sexuels, des incriminations qui sont graves. Et je note au passage que la Cour pénale internationale, cela nous surprend assez peu, mais il faut le noter quand même, ne retient pas le qualificatif de génocide. Alors formellement, c'est un autre qualificatif pour la CPI, mais il n'empêche que le qualificatif le plus proche n'a pas été retenu, quelque chose qu'on savait déjà. Donc ça, c'est ce qui va me gêner dans le côté, ce qu'on pourrait appeler anti-israélien. Et peut-être juste une réflexion de fond, malgré tout, sur la décision. J'ai vu beaucoup de contestations sur le fond, sur le fait qu'il y ait incrimination pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, conditionnalisation extrême de l'aide alimentaire côté israélien. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est, et ça, c'est le but d'une procédure, d'arriver à voir ce qu'il en sera. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, la Cour a annoncé qu'elle pourrait renoncer à ses mandats d'arrêt si Israël apportait des éléments qui infirmaient ces incriminations. Je note juste, et ça, c'est dans la continuité de mes interventions que je fais depuis 1 an sur la question de la riposte israélienne. Moi, je suis tout de suite monté au créneau pour dire que cela faisait partie d'une œuvre de justice, que Israël ait le droit de se défendre. Parce que quand vous subissez une attaque aussi horrible que le 7 octobre, il n'est pas admissible qu'on baisse ses armes et qu'on laisse les barbares pouvoir agir librement. En revanche, il appartient à Israël, en tant que démocratie, de respecter tous les standards de droit international, de droit humanitaire qui lui incombent. En ce sens-là, le fait qu'on s'interroge, qu'on essaye d'évaluer, d'interroger de quelle manière concrètement la riposte israélienne s'opère, me semble être quelque chose de tout à fait bienvenu, même si on peut noter tous les biais que je viens d'évoquer concernant les autres pays. Mais le fait qu'on n'arrête pas que Xi Jinping ou d'autres, ou Poutine ou encore d'autres, ne doit pas exonérer Israël, qui est un État, une administration comme les autres, qui peut commettre des fautes, tout simplement de voir si concrètement toutes les injonctions auxquelles Israël se soumet, c'est une démocratie qui a signé des traités de droit international, de vérifier si, in concreto, c'est bien appliqué. Raphaël, est-ce que la logique ne voudrait-elle pas, malgré tout, qu'on laisse la justice israélienne, alors vous évoquiez l'intervention hier de la porte-parole de la CPI à ce sujet, laisser la justice israélienne faire son travail, comme dans tout État démocratique, fonctionnement de manière régulière, et la temporalité évidemment est importante ici, après la guerre? Vous avez absolument raison. Ça, c'est un autre point qui est effectivement assez gênant, même très gênant dans la décision de la CPI. C'est qu'il faut rappeler à vos auditeurs que la CPI ne peut se saisir que si les institutions dans lesquelles sont commis des crimes de guerre hypothétiques, ces institutions ne sont pas capables de faire condamner les dirigeants qui les perpétuent.
Donc, en l'espèce, le fait que la Cour pénale internationale s'attaque à Israël, État démocratique, et qu'elle ne s'attaque pas à d'autres États est très gênant. Et d'ailleurs, je me permets de m'arrêter sur un point. Quand on dit Israël État démocratique, c'est pas juste une formule. Une démocratie se mesure à l'aune de critères scientifiques, en sciences politiques, la liberté de la presse, l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Et en l'occurrence, vous prenez des statistiques comme celle de The Economist ou de Our World in Data, Israël est une démocratie. Je dirais juste un point qui est soulevé par l'opposition israélienne, mais pour le coup, je ne me prononcerai pas sur le fond parce que je ne suis pas israélien, que je ne suis pas informé de l'ensemble des affaires israéliennes. C'est qu'il y a des critiques comme quoi le gouvernement actuel aurait pu mettre en place des commissions d'évaluation en amont, que ça n'a pas été fait. Bon, c'est un débat qui regardera la société israélienne et il est sain qu'il se tienne. Encore un mot avec vous, Raphaël Amselem, sur ce message tagué à Paris samedi dernier pendant le passage du collectif Nous Vivrons, qui était mobilisé en l'honneur des femmes israéliennes touchées par le 7 octobre. Un sioniste, une balle, c'est ce qu'on pouvait lire sur les murs d'un immeuble. Ça m'a rappelé Durban. Je pense qu'il faut noter deux choses. Bon, la première, c'est que c'est dans la continuité du discours que je vous tiens ici même depuis 2 semaines, où je dénonce la fascisation des Juifs. L'idée, en fait, qu'on n'attaque pas les Juifs au nom de leur judéité, mais au nom du fait que ce sont des fascistes, génocidaires, soutiens d'un gouvernement d'extrême droite. Et lorsque vous avez au sein d'une manifestation prétendument de gauche ce genre d'inscriptions qui sont opérées, eh bien, il faut le dire très clairement, il y a une partie de la gauche radicale qui œuvre de façon très active pour installer un climat permissif et perméable à l'idée qu'on peut flinguer du juif parce que ce sont des fascistes. Et si je vais avoir une formule brutale, mais c'est volontaire parce qu'il faut arriver à faire comprendre en quoi consiste ce processus de fascisation des juifs. Un sioniste, une balle, je peux vous assurer qu'à mon avis, c'était exactement le raisonnement lors de l'attentat de Toulouse et l'hypercacher. On n'a pas tué des juifs, on a vengé le sang palestinien et donc on a assassiné des sionistes. C'est ça le climat qui est installé par une partie de la gauche radicale aujourd'hui en France et qui met en danger de façon très grande les juifs en France. Merci beaucoup, Raphaël Amselem, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre, que vous êtes tous les après-midi, tous les lundis après-midi avec nous dans le Grand Journal et qu'on peut vous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre page YouTube. Bonne semaine à vous, à lundi prochain. À vous aussi. Merci.